Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Blender. Je m'appelle Yves Pereira et dans cette vidéo je vais vous parler des textures dans Blender. Cette vidéo va donc être en quelque sorte la suite, une deuxième partie si on peut dire, de la précédente vidéo qui portait sur les matériaux dans Blender. Bon, alors j'espère que vous êtes bien accrochés parce que cette vidéo risque d'être longue et bien chargée, bien remplie. En fait, pour tout vous dire, ça va être un parallèle à une vidéo qui a déjà été faite sur internet, mais qui est en anglais, hein, une vidéo faite par Andrew Price. Elle est ici, donc vous allez taper dans Google Blender Guru, comme c'est écrit en haut ici. Vous tombez sur le site de Andrew Price, c'est un Australien qui fait des tutos Blender gratuitement et de très haute qualité, qui sont vraiment géniaux. Et donc si vous n'avez pas peur de l'anglais, vous pouvez aller voir tous ces tutoriels qui sont ici, qui sont vraiment très très bien. Et en fait, la vidéo qui va faire le parallèle avec celle-ci, sur laquelle j'ai un peu copié on peut dire, c'est The Secret of Realistic Texturing qui est ici, qui est là, qui montre comment faire des rendus de textures réalistes. Et en fait, ben vous le verrez durant la vidéo, mais j'ai eu un petit problème qui a fait en sorte que j'ai remanié son tutoriel à ma sauce. Et donc c'est pas exactement la même chose. Et du coup en fait vous apprendrez presque plus de choses en fait avec ma méthode. Donc voilà, ça c'était juste pour l'encart. Je vais faire donc un passage par ça. Je reviens sur Blender. Donc la suite de l'ancien tutoriel. Déjà, dans le dernier tutoriel, je me suis arrêté avant d'avoir fini, hein, mais je m'en suis rendu compte après avoir complètement finalisé les vidéos. Disons que je vous avais dit que je vous montrerai les principaux, ou environ 4 principaux matériaux dans Blender Cycles. Et en fait, je vous en ai montré que 2 ou 3, je sais plus, mais j'ai oublié de passer par certains que je voulais vous montrer. Donc bah, je vais commencer par finaliser en quelque sorte l'ancienne vidéo, pour vous montrer donc la fin de ces textures, de ces matériaux, pardon, et nous passerons ensuite aux textures. Alors, bah, tout d'abord, donc je réduis ma fenêtre, on va commencer par essayer de recréer cette scène basique, en vous montrant donc 1, 2, 3 et 4 textures. Je repasse par les anciennes dont je vous ai déjà parlé et je vous en montre une ou deux de plus, je sais plus, j'ai plus vraiment le compte. Puis, partant de cette scène, on va la compléter et on va essayer de rajouter une texture, vraiment une image qu'on va appliquer et qu'on va faire de manière réaliste pour faire le sol. Et donc on arrivera à ce rendu là. Et voilà, ce sera le but de notre vidéo. Je vous prie de croire que ça va être assez chargé. Donc accrochez-vous et bah c'est parti. On part dans Blender. On part de notre scène de départ et donc on veut réussir à recréer cette petite scène. Tout d'abord, on va aller dans Sequence. Donc rappelez-vous, on va en haut ici, là où il y a marqué Blender Render, et on va changer le moteur de rendu pour qu'il devienne Sequence Render. Donc on clique là-dessus. Blender change légèrement, et bah, comme la majorité des fois où vous commencez un projet dans Blender, on va supprimer le cube de départ, donc Delete. Alors on va faire objet par objet. Déjà je vais mettre en place la scène, je veux dire les murs, le sol, tout ça. Alors on va supprimer la lampe, parce que dans Blender Cycles, les lampes elles servent pas vraiment à grand chose, on les remplace par des plans qui ont une texture d'émission. Donc ici supprimer, Delete. Et là je vais rajouter Shift A, un plan, tout simplement. Et je vais l'agrandir S 5 fois, en appuyant sur 5. Je fais Entrée. Maintenant je vais passer en mode édition, donc j'appuie sur la touche tabulation, et là je vais... Comment je vais faire ça? Je vais désélectionner ce point là, non mince, là je l'ai sélectionné, pardon. Donc en fait je vais sélectionner celui-ci, Shift Select celui-là, Shift Select celui-là, et je vais faire Extrude avec E. Voilà, je clique sur Entrée, donc là les points sont extrudés, mais je vais les déplacer, donc je me mets en vue de face et en vue orthographique aussi. J'ai fait E et Entrée, et maintenant je vais les lever en fait. Voilà, à peu près jusque là, pour faire des murs. Ouais, là, voilà, là je me suis fait 2 murs. Maintenant en fait pour m'aider plus tard, quand je vais faire la texture que sur le sol, eh bien je vais séparer
la face qui est sur le sol et les deux murs que j'ai créés à côté. Donc pour ça, je vais me mettre en sélection par face. Je vais sélectionner donc la face du sol et je vais appuyer sur P. Et en fait, P ça va faire Separate, c'est l'outil de séparation. Et je vais dire que je vais séparer la sélection du reste des points qui sont là. Et quand je fais ça, on peut se rendre compte, alors pas vraiment là, c'est pas très net, pas très visible, mais en fait, quand je retabule en mode objet, je peux sélectionner soit le plan, soit les murs. Et ce sont deux objets différents. Bon alors comme je vous ai toujours dit que le point orange, là, l'origine, était très important pour chacun des objets et qu'il fallait absolument qu'il soit bien positionné au centre, tout ça, de gravité des objets, on va repositionner, pour les murs en tout cas, le centre de gravité qui actuellement est au même endroit que pour le sol. Pour ça je sélectionne les deux murs et à côté, dans la gauche, je vais faire Origin et je vais faire Origin to Geometry. Donc je vais déplacer l'origine vers le centre de géométrie de mon objet. Hop, et là on voit que le point orange s'est déplacé ici. Ça va pas avoir grande influence sur le reste du tutoriel, mais c'est juste une bonne habitude à prendre. Et le sol, lui, a bien l'origine au bon endroit. Voilà, donc là on a déjà la scène de mise en place, disons l'endroit où on va avoir notre scène qui est mise en place. Je vais rajouter donc le plan sur la droite ici qui va faire la lumière. Donc je vais faire Shift A, je rajoute un plan, je me mets en vue de face, je vais le tourner R de 90 degrés, hop, entrée. Je le déplace en appuyant sur CTRL, voilà, pour que ça se clipse sur les unités Blender sur la droite. Je le lève un peu, jusqu'ici à peu près, et là je vais l'agrandir à ma sauce. Voilà, à peu près comme ça. Vous faites ce que vous voulez, c'est juste qu'on ait une source de lumière dans la scène, que ça éclaire un peu notre scène. Voilà, donc là j'ai ce que je veux. Je vais commencer par séparer notre écran en deux, donc je me mets sur une ligne de séparation entre deux fenêtres, clic droit, Split Area, là j'ai envie de séparer horizontalement, donc je vais faire ça comme ça. Et sur la vue 3D qui est au-dessus, je vais changer le rendu en fait de la scène, je vais plus le mettre en solide, je vais le mettre en rendered, c'est ce que nous permet Cycance justement, le moteur de rendu Cycance, et du coup ben, je peux avoir un rendu comme ça sous mes yeux et voir quel est le rendu en temps réel. Donc je me mets en bas, je vais sélectionner mon plan et on se met directement dans les textures dans les matériaux pardon, pour notre premier matériel qu'on veut appliquer. Donc c'est une émission. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc on va aller dans le menu ici des matériaux, c'est le boule orange et marron. On clique là-dessus, on clique sur New, donc un nouveau matériau qu'on va appliquer à ça. Et dans Surface, ici on change le type, on ne veut pas un Diffuse, on veut changer, on veut mettre en Emission qui est ici. Donc on va faire que ce plan soit ait un matériel d'émission, et donc qu'il émette de la lumière. Et là de suite on voit que dans la fenêtre de rendu, en quelque sorte, oui, de rendu en temps réel, et ben, notre scène déjà commence à être éclairée. Je vais peut-être un peu augmenter la force de la luminosité, le mettre à 3 par exemple. Ouais, 3 c'est bien. Comme ça on a une belle scène qui rend bien de la lumière. Et je vais passer au prochain objet que je veux créer. Avant de faire la table, je vais repasser par les anciens matériaux que je vous ai montrés dans la dernière vidéo, histoire de faire un rappel. Et dans ce cas-là, on va commencer par le Diffuse. Et si je me souviens bien de l'image que j'ai faite, c'est Suzanne que j'ai mis en Diffuse. Donc on va rajouter Suzanne, la tête de Suzanne. Donc Shift A pour ajouter un nouvel objet, un maillage, donc Mesh, et on va aller dans Monkey. Donc on rajoute Suzanne. Donc il est un peu à moitié entré dans le sol. Donc on va se mettre en vue de 3, donc le vue de côté. Avec Z, on va passer en vue fil de fer, comme ça on peut voir à travers le plan là qu'on a fait. Je vais un peu surélever Suzanne, je vais essayer de le tourner et faire en sorte que voilà, elle puisse se poser sur un sol comme ça. Et je vais essayer de la poser bien, de manière sympathique sur le sol, voilà, comme ça. Donc là on a Suzanne. Peut-être que je vais la réduire un peu aussi. Hop, donc du coup il faut que je me mette en vue de côté pour la repositionner sur le sol bien. Voilà. Je vais réappuyer sur Z pour qu'on puisse la voir. Bon, elle est très angulaire, hein, donc peut-être que je vais lui rajouter un modificateur. Et je vais lui rajouter un Subdivision Surface. Et seulement un niveau 1, ça devrait suffire, je pense.
pas grand chose, juste pour la lisser un peu en fait. Je vais aller, alors ici je vais faire T, je vais enlever la toolbar. Ici par contre je vais la garder et je vais descendre jusqu'à Smooth Shading et faire en sorte que Suzanne soit lisse en fait. C'est plus joli à voir. Donc voilà. Là on a Suzanne. Bon, apparemment elle n'est pas vraiment positionnée sur le sol, donc je vais peut-être la baisser encore un tout petit peu, voilà. Et je vais lui rajouter... J'ai l'impression qu'en haut ici c'est assez graineux, j'ai mis un... Ah oui voilà, c'est sur 10, comme la dernière fois. Peut-être que je vais augmenter un peu le nombre de samples, le nombre d'étapes en fait, d'étapes de netteté en fait, du rendu. Pour ça il faut aller dans le menu ici, Render, et on va descendre, où est-ce que c'est? Alors ça doit être dans Performance, non c'est pas ça, c'est pas là-dedans. Sampling qui est ici. Et dans le Preview qui est là, et qui est sur 10, on va augmenter ça, je vais sûrement le mettre à, ouais, disons 25, hop. Ce sera déjà un peu plus net là-haut. Et du coup, ben, le rendu, je vais aussi le mettre à 25, peut-être que je vais le mettre à 30, voilà, juste comme ça. Donc, on revient sur notre Suzanne, et on veut lui rajouter un matériau maintenant. Donc on va aller dans la boule encore une fois, et on va faire New, donc on lui rajoute un matériau, et là on va garder Diffuse, BSDF, donc c'est le matériau par défaut, mais c'est une sorte de matériau qui simule, je sais pas moi, un effet, j'aurais tendance à dire pâte à modeler, je sais pas moi, quelque chose comme de l'argile, et c'est sympa. Donc on va garder ce matériau qui est, en fait, qui est non réfléchissant, entièrement, 100% non réfléchissant, et c'est le principe essentiel de ce matériel. Et on va changer un peu la couleur, je vais lui mettre une sorte de teinte un peu bleutée, comme j'ai fait dans notre rendu, dans notre image ici. Donc voilà, hop, on revient sur Blender. Et maintenant, la prochaine étape, c'est de rajouter la... hop, je regarde, la sphère qui était complètement, elle, transparente, qui était l'inverse total de notre diffuse. Et ça, donc déjà, je vais déplacer Suzanne un peu sur la gauche, et un peu GY vers l'arrière, voilà. Et je vais faire Shift A, et je rajoute un nouveau maillage, Mesh, ici, et je vais rajouter une UV sphère. Elle, je vais la réduire un peu quand même, parce qu'elle est un peu grande. Vue de face, je vais essayer de la lever un peu. Voilà, pour qu'elle soit positionnée à peu près sur le sol. Et encore une fois, je vais dans le toolbar qui est à côté, et en dessous de Shading, je clique sur Smooth. Bien. Je me mets en vue de dessus avec 7, je vais pouvoir la positionner où je veux. G, hop. Je vais réduire un peu ici, voilà. Donc je peux bien voir ma scène, ça lag un tout petit peu, j'espère que ça vous dérange pas pour regarder la vidéo. Et là, donc je suis encore dans le menu des matériaux sur la droite, je clique sur New, je rajoute un matériau, et à la place de Diffuse, je vais cliquer sur Glossy. Et donc Glossy, c'est le matériau 100% réfléchissant. Là, de suite, on voit déjà dans la fenêtre de prévisualisation, en temps réel, que notre sphère, elle réfléchit tout ce qui est autour d'elle. On voit déjà Suzanne sur la droite ici, on voit aussi le plan qui réfléchit la lumière, enfin, qui émet de la lumière, et un peu du monde autour avec les murs. Donc voilà, je ne vais pas forcément changer la couleur, on est à 0, je vous rappelle que le roughness, quand il est à 0 en fait, ça veut dire que c'est 100% réfléchissant, et plus vous augmenterez cette valeur, le roughness, et moins ce sera réfléchissant, ou plus en fait ce sera, il y aura du bruit dessus, et c'est comme si c'était pas poli en fait, et voilà, comme s'il y avait de la buée dessus ou quelque chose, et en fait si vous le mettez à 1, je pense que ça fera, c'est pas réfléchissant du tout. Donc voilà, on va remettre ça à 0. Mince, j'ai tapé 1, donc 0, voilà. Et on fait ça à 100% réfléchissant. Donc cette fois-ci, on a redéfini les 3 matériaux dont je vous avais parlé la dernière fois. Je vous ai parlé donc du coup de l'émission, du diffuse et du glossy. Maintenant je vais lui rajouter un dernier matériau, et pour ça, si on rebascule ici, ah non, deux derniers matériaux. Déjà on va faire le verre à pied, et ensuite on fera la table pour poser le tout dessus. Donc je vais commencer par le verre à pied, et le matériau qu'on va rajouter, ce sera du verre, un matériau de verre. Donc déjà, le verre à pied, un petit rappel sur un tutoriel que j'ai déjà fait précédemment, qui était le tutoriel Spin, sur l'outil Spin de Blender. Pour ça on va se mettre dans un autre calque, donc vous voyez quand vous êtes en mode
édition de Blender, dans le mode objet, pardon, dans le mode objet de Blender, en bas ici vous avez une série de 20 calques à peu près, si je me trompe pas, et ce sont des petites cases, et en fait chacune des cases ce sont des scènes dans Blender, donc on peut se mettre dans chacune d'elles. Là je vais bien remonter la fenêtre de prévisualisation, on va pas en avoir besoin du tout, ou très peu, et donc en même temps, vu qu'il a beaucoup moins à rendre ici, ça accélère aussi Blender. Donc voilà, et là j'ai une nouvelle scène en fait, dans laquelle j'ai pas perdu les données de l'ancienne parce qu'elle est juste à côté, et ici je vais pouvoir retravailler, rajouter des objets, et puis recréer juste mon verre à pied. Donc là je vais faire Shift A, et je vais rajouter un plan, et en fait tout simplement parce que je vais aller en mode édition, et j'ai tous mes sommets de sélectionner, là je vais faire X, et je vais tout supprimer. Et donc en fait je suis dans mon objet, j'édite mon objet, mais je suis en train de dire cet objet plan, et bien il est constitué de rien du tout, il est vide. Donc j'ai bien un objet, je suis en train d'éditer un objet, mais il a aucun point, aucune face, aucune arête, et donc on voit rien pour l'instant, mais il existe bien. Il y a un objet qui existe, on voit un point orange au milieu. Donc on se met en vue de face, et je vais faire un CTRL-clic gauche, et ça rajoute un sommet, donc vous l'avez peut-être pas vu, mais on voit les widgets qui sont apparus, et ça a rajouté un sommet là qui est en plein milieu, donc mon plan, mon objet plan est constitué d'un sommet maintenant, que je viens de rajouter. Et en fait j'ai envie que ce sommet soit pile sur les axes, et comme je viens de le créer à la place où était ma souris exactement, quand je fais CTRL-clic gauche, je crée un point à l'endroit où est ma souris, et bien je suis pas sûr à 100% que ce point ait été créé exactement sur l'intersection comme je le voulais. Donc pour être sûr de cela, je vais faire Shift S, et je vais faire Selection, donc la sélection, le point qui est sélectionné, to grid. Donc en fait je vais le clipser à la grille la plus proche. On peut aussi dire que la sélection elle se clipse au curseur. Donc en fait le curseur c'est le petit cercle là blanc et rouge avec les traits noirs. Et là ce qui m'intéresse c'est Selection to grid. Et donc là le point, il devait être assez proche, mais il a été automatiquement clipsé à l'intersection de l'origine, enfin proche de la grille, de l'intersection de la grille la plus proche de lui. Je sais pas si ça fait du sens, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, si j'ai ce point qui est sélectionné toujours, si je continue de faire CTRL-clic gauche, je vais créer de nouveaux points qui seront liés automatiquement à l'ancien. Si en fait, je désélectionne mon point, si je clique sur A, et que je fais CTRL-clic gauche, je crée un point dans le vide. Je crée un point à l'endroit où est ma souris. Mais il est lié à rien du tout. Là, je vais faire CTRL-Z. Si par contre, j'avais l'ancien point qui était sélectionné, et que je fais CTRL-clic gauche, je crée un nouveau point à l'endroit de ma souris, et il est lié à l'ancien point, à l'ancienne sélection en fait. Et ça crée un segment entre les deux. Donc voilà, CTRL-Z encore une fois. Et en fait, comme je vais faire des points qui seront assez proches les uns des autres, mes widgets risquent de me gêner. Alors déjà je vais prendre l'habitude ici, là je vais faire Shift S encore une fois, et je vais faire Selection to Grid, et là on peut peut-être que vous l'avez mieux vu, mais le point a été clipsé à la grille. Et en fait, donc voilà, comme les points seront peut-être créés proches entre eux, eh bien les widgets risquent de me gêner. Il y a un autre raccourci en fait pour enlever les widgets. Premièrement, vous pouvez aller en bas ici et cliquer sur les axes pour les faire disparaître, ou alors vous pouvez faire CTRL barre d'espace et ça les fait disparaître. Donc voilà, et là maintenant je vais juste modeler une forme basique de verre à pied. Alors après à vous juger si mon verre à pied sera joli ou pas. Je fais ça vite fait, ou ballon, enfin voilà, c'est comme vous voulez. Voilà, je fais ça quelque chose vite fait comme ça. Je sélectionne le tout avec A. Peut-être que je vais zoomer en fait. Et je vais sélectionner que ce point là. Et CTRL clic gauche. Donc j'ai créé un point. Je veux qu'il soit pile sur l'axe des Z. Donc Shift S encore une fois. Selection to Grid. Là je suis sûr qu'il est là-dessus. Et comme j'ai envie qu'il soit vraiment plat avec le point que j'ai sélectionné là, que j'ai créé ici, je vais sélectionner les deux. Refaire apparaître mes widgets. Et j'ai envie de les redimensionner, en fait, les remettre au même niveau. Donc je vais faire un redimensionnement là, 0, voilà, entrée. Donc là je sais que c'est plat. Ça je vais peut-être le déplacer ici. Bon après à vous de toucher un peu comme vous voulez. Maintenant je fais A deux fois pour désélectionner et tout resélectionner. Là j'ai tout sélectionné. Je me mets en vue de dessus, vue de 7. Et
Je vais faire spin. Donc dans la barre d'outils sur la gauche, je clique sur spin et ça me fait tout tourner de 90 degrés. Et dans le menu éphémère là à côté en bas, on voit qu'on a 9 étapes. Je vais les augmenter à 25 étapes et un angle de 360 degrés. Je vais rentrer pour qu'on fasse 360 degrés, hein, pour que le verre fasse un tour complet sur lui-même et qu'on n'ait pas un quart de verre seulement. Voilà, voilà. Maintenant je fais A 2 fois pour tout sélectionner. Et hop, je redescends ça. J'ai envie de faire Remove Doubles. Donc pour vous rappeler, en fait, comme on a fait un tour sur soi, les premiers points sont revenus pile sur eux-mêmes. Et en fait, on a 2 points au même endroit, à plusieurs, en fait, sur toute une coupe. Et donc le fait de cliquer sur Remove Doubles, ça va enlever, ici on voit Removed 64 vertices, ça veut dire qu'en fait il y avait 64 points sommets qui étaient superposés les uns sur les autres, et ça peut créer des problèmes ensuite dans le maillage. Donc pour être sûr, on va enlever tout ça. Je vais faire CTRL Z, et en fait je vais annuler les opérations, je vais revenir en vue de face, et ce que j'aimerais faire c'est reprendre ces 3 points et les rapprocher parce que je trouve que le pied est un peu trop large. Voilà, et même ces 2 points là, je trouve qu'ils sont un peu trop longs. Voilà. Hop, et donc je resélectionne tout, je vais refaire les étapes. Je me mets en vue de 7, voilà, vue de dessus. Spin, 25, 360, donc tout est bien. Et voilà, mon verre à pied est un peu mieux cette fois-ci. Bon, à vous d'en juger, après, vous ferez sûrement des trucs bien meilleurs que moi. Là, c'est juste un tutoriel d'explication, donc on n'en est pas au réalisme exact. Voilà. Donc on a notre verre à pied de créer. Alors oui, je vais devoir tout sélectionner et refaire Remove Doubles pour être sûr. Et au cas où, on va recalculer les normales pour pas avoir de couleurs toutes moches, des ombres tout moches. Et on va en mode objet avec la tabulation. Ah oui, alors du coup on va refaire Shading Smooth pour que ce soit bien lisse. Et pour éviter les ombrages noirs comme ça qui sont ici, ce qu'on va faire c'est que, on dirait un Graal ce que j'ai fait, on va rajouter un modificateur, donc dans le panneau ici, Add Modifier, et on va faire Edge Split. Voilà, donc là on a encore des coupes franches, donc on va changer l'angle, on va agrandir l'angle un peu, voilà, jusqu'à ce que ce soit bien pris en compte. Voilà, là on a un verre à pied convenable, on va dire, pour le tutoriel. Voilà. Donc je laisse ça comme ça, et maintenant que j'ai mon objet que j'ai créé dans ma deuxième scène, mon deuxième calque en fait, je vais faire M, c'est le raccourci en fait, et pouvoir sélectionner le calque sur lequel je veux déplacer mon objet. Donc je déplace sur le premier calque. Donc voilà, le verre a disparu, et si je retourne sur mon premier calque ici, et ben il a apparu. Mon verre a apparu sur ce calque là, je vais pouvoir l'agrandir avec S, voilà, et le déplacer, hop, pour faire le triangle comme je voulais. Et donc j'ai mes 3 objets, je vais pouvoir rebaisser là la fenêtre qui était ici, et donc revoir ma fenêtre de prévisualisation. Et mon verre donc a le même matériau par défaut que ma Suzanne. Et donc je vais aller dans les matériaux, et en fait je vais vouloir avoir un matériau de verre en fait, de verre, le verre quoi, comme les vitres, comme des verres. Enfin c'est bizarre, verre voilà. Pas la couleur verte, mais le verre, le matériau. Donc pour ça je vais aller sur New. Et jusqu'à présent, quand on allait dans les matériaux et qu'on voulait créer un matériau de verre, c'était très complexe, il fallait faire un miroir, puis un truc de transparent, et jouer avec les indices de réfraction pour que ce soit le bon indice de réfraction, tout ça. Maintenant, il n'y a plus besoin de tout ça en fait. Ce qu'on fait, c'est dans Surface, on clique sur, à la place de Diffuse, on va chercher Glass, donc en dessous de Glossy, on a Glass, et Glass ça veut dire verre en anglais. Et donc on clique là-dessus, et tout est prédéfini. C'est-à-dire qu'on a un rendu, un matériau de verre, qui a déjà été calculé, et qui est par défaut rentré dans Blender, et qui est très très réaliste. Alors là, le temps que ça se mette en place, on peut déjà voir, donc on voit à travers avec le bon indice de réfraction, la sphère, Suzanne, tout ça, et on peut faire confiance à Blender, notre matériau est vraiment très bien. Et le verre est fini, on n'a plus rien à faire, le matériau est appliqué, et il nous convient.
Donc il nous reste encore un dernier matériau à voir, et avant de vous en parler, je vais modéliser l'objet qui va s'en servir, donc ce sera la table. Donc si je refais Alt Tab, hop, si ça veut bien le prendre en compte, voilà, on revient sur notre image, et donc c'est la table qui était ici, qui est en marron. J'ai peut-être pas accentué assez le matériau, enfin je vous montrerai ça, peut-être qu'il sera un peu mieux fait dans ce tutoriel. Donc on revient sur Blender, et on va repasser dans un deuxième calque à côté. La table est vraiment très simple, hein, c'est un truc tout bête à faire, je vais vous montrer, ça va prendre 2 secondes à modéliser, donc on fait Shift A, et on va rajouter un cylindre. Ce cylindre, on va l'aplatir un peu, comme ça, pour faire le haut de la table. On va faire Smooth pour l'adoucir, et pour voir vraiment les angles bien franches sur les bords, on va faire un modificateur qui va s'appeler Edge Split, voilà, donc c'est celui-là. Donc là on a le dessus de la table. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter encore un nouveau matériau, un nouvel objet, pardon, et ça va être un deuxième cylindre, et cette fois-ci, ici, peut-être dans les velocities, dans les segments, je vais les diminuer, je vais en mettre 20, pour qu'on ait moins de points avec lesquels on joue, et je vais les réduire, je vais réduire ce cylindre, comme ça, je vais faire Smooth aussi, pour qu'il soit lisse, je vais aussi lui rajouter un Edge Split, pour qu'il soit joli à voir, et je me mets en vue de face, je vais l'agrandir un tout petit peu comme ça. Voilà, là j'ai créé le pied que je voulais. Je le baisse, peut-être que je le raccourcis encore, bon je sais pas, là ça devrait suffire. Et je me mets en vue de dessus avec 7, je me mets en vue fil de fer avec Z. Et là donc on a notre pied qui est ici, on peut le déplacer et le positionner où on veut. Je vais le mettre là. Et en fait, pour l'instant, on voit nos widgets, nos flèches qui sont là, qui sont au centre de notre objet, parce qu'en fait c'est défini ici en bas. On dit que notre origine, et on tourne tout ça à partir des points médians de notre, enfin des origines individuelles à chacun des objets. Et je vais dire qu'en fait le point de pivot il sera autour du curseur 3D. Donc je clique là-dessus, curseur 3D étant au centre de notre table. Maintenant je peux faire Shift D, donc dupliquer mon objet là qui est ici. Bon, je vais faire un clic droit pour annuler la duplication, mais il y a deux pieds qui ont été créés. Et maintenant je vais faire R, donc je peux tourner, et en gardant CTRL, je vais tourner avec des incrémentations, et je vais tourner à peu près jusque ici par exemple, voilà. Puis je refais Shift D, et Entrée, donc voilà, il y a un deuxième pied qui a été fait là. Je refais R, en gardant CTRL appuyé, je garde des incrémentations, je le tourne à peu près jusque là. Maintenant avec Shift, je sélectionne mes 3 pieds, Shift D, donc j'ai dupliqué les 3 pieds en même temps, Entrée, donc il y a une duplicata des 3 pieds au même endroit là pour l'instant, et je vais refaire une rotation en gardant CTRL, et les positionner, oula, comme ça, voilà. Bon, j'ai à peu près mal géré les positions des 2 pieds qui étaient ici, là et là, et donc du coup quand je fais le triangle inversé, ça les positionne pas forcément bien, enfin c'est pas bien réparti autour du cercle, mais bon vous comprenez le truc, et la table sera stable de toute façon. Donc voilà, on peut réappuyer sur Z pour passer en mode objet, et on a notre table de créer. Donc encore une fois, on va sélectionner cette table, en fait on va juste tout sélectionner avec la boîte de sélection. Déjà on va se mettre en vue fil de fer avec Z, on va faire B et tout sélectionner, et là on va faire CTRL J pour lier les objets et en faire un seul. Donc maintenant tous ces objets là, les pieds plus le dessus de la table ne font qu'un, ce n'est qu'un seul objet. Si je fais A, je désélectionne, et si je clique, je sélectionne tous les objets en même temps. Donc Z pour repasser en mode objet, et encore une fois on va faire M, et on va déplacer la table sur le calque numéro 1. Donc voilà, on revient dans le calque numéro 1. Donc on clique là-dessus, si ça veut bien. Et là on a notre table qui est apparue, qui est un peu petite et un peu basse d'ailleurs. Donc on va se mettre en vue de face pour bien la mettre au bon niveau. Bon, déjà on va l'agrandir avec S, et on va faire en sorte qu'elle soit assez grande pour contenir tous nos objets. Elle est un peu grande d'ailleurs, peut-être la baisser un peu comme ça. Maintenant on se met en vue de face, effectivement les pieds sont bien placés je pense. On peut sélectionner avec Shift les 3 objets qu'on veut.
les soulever, se mettre en vue de face pour essayer, et Z aussi pour essayer de calculer où est-ce qu'on veut les positionner. Et si vous gardez Shift enfoncé, vous pouvez avoir une plus grande précision quand vous vous déplacez. Donc voilà, on va positionner nos objets comme ça devrait suffire. Peut-être que je vais remettre le point de pivot au centre individuel, voilà, Origins. Et Z, je vais faire S, peut-être que je vais réduire chacun des objets. Hop, maintenant la boule et le singe ne sont plus posés sur la table. Donc je vais les rebaisser un peu. Voilà. Et en vue de dessus avec 7 et vue fil de fer pour pouvoir voir mes objets. Je vais faire G, je vais les déplacer comme je veux sur ma table. Voilà, R, peut-être que je vais le tourner un peu, Suzanne. Voilà, Z. Donc là on a une scène qui sera finie, on va plus rajouter d'objets dedans. C'est vraiment super basique, mais bon, voilà, c'est ce qu'on voulait faire, c'est notre projet. Notre patron nous a dit ah, je veux une table dans une toute petite pièce avec une fenêtre et un verre à pied, une sphère réfléchissante et un singe dessus. Et voilà, vous êtes en train de faire ça. Et alors maintenant on va rajouter une texture à notre table. Alors une table, c'est pas complètement diffus, ça veut dire que c'est pas complètement irréfléchissant, comment dire. Ça va quand même réfléchir de la lumière, mais pas de manière glossy non plus comme on a ici. Donc même si on mettait un glossy et qu'on mettait la valeur à 1, la valeur de, comment ça s'appelle déjà, la valeur de roughness ici, si on le mettait à 1, ça n'irait pas pour le rendu d'une table, pour le matériau d'une table. Donc ce qu'on va faire, c'est, en fait, on voudrait mettre deux textures sur notre table. On voudrait mettre deux textures sur notre table, un mélange en fait du glossy et un mélange du diffuse. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un matériau, donc on clique sur New, et on a la place que pour un ici normalement. On a surface et on peut mettre qu'un seul matériau. Donc on va cliquer là-dessus, et le matériau qu'on va rajouter, c'est le matériau Mix Shader qui est en bas. Et ce matériau ne rajoute rien à la table. Là on voit qu'elle est toute noire, enfin si, il rajoute quelque chose, il la rend noire. Voilà, ce matériau ne rajoute rien à la table. Par contre en bas, on voit que l'on a une valeur fac, en fait c'est une valeur facteur. C'est un facteur, oui, c'est une valeur de facteur, en fait c'est une valeur de... Comment est-ce que je peux traduire ça ? Je sais même pas si ça se dit en français facteur. Enfin, c'est une valeur qui va faire un mélange en fait entre les deux shaders, donc les deux matériaux qu'on choisira en dessous. Pour l'instant on a none et none, ça veut dire qu'en dessous on a deux matériaux qu'on pourrait choisir, qui sont à nul pour l'instant, qu'on n'a pas choisi. Et le facteur ici, la valeur de transition, de mélange entre les deux, voilà, c'est 0,5. Donc on a un mélange équitable entre ces deux matériaux qui sont nuls pour l'instant, qu'on n'a pas déterminé. Alors le premier matériau qu'on veut, ça va être un diffuse, parce qu'on veut quelque chose d'assez diffus. Donc on voit notre table, voilà, qui est grise ici et qui est assez diffus. Et la deuxième, c'est on veut un mélange avec quelque chose qui serait un peu glossy. Alors où est-ce qu'il est le glossy? Il est là. Hop. Et donc là notre table elle sera à la fois diffus et à la fois glossy. Je sais pas, je vais agrandir un peu la fenêtre de prévisualisation. Je sais pas si vous pouvez bien voir, je vais zoomer un peu. Voilà. Peut-être que si je sélectionne... Waouh, ça commence à laguer. Je vais sélectionner mon verre. Shift sélectionner Suzanne. Shift sélectionner la sphère. Et là je vais appuyer sur H comme hide, et donc cacher. Et en fait je cache les trois éléments. Ils sont encore dans la scène, hein, c'est juste qu'on les rend invisibles. Et c'était une mauvaise idée, parce qu'en fait pour pouvoir vous montrer ce que je veux, donc je vais faire CTRL Z, je veux les réafficher. Peut-être que je vais garder que Suzanne. Et donc je vais sélectionner mon verre, et je vais Shift sélectionner ma sphère, et je vais faire H seulement sur ces deux objets. Et donc là on a encore Suzanne qui est ici, et on peut voir que, donc je sélectionne ma table maintenant, c'est celle-là que je veux. Temporairement, je vais remettre... Ah non, je ne vais pas avoir besoin de remettre le glossy à 0, en fait, pour vous montrer la différence. Disons que en haut, on a notre valeur de mélange, factor amount. On a notre valeur de mélange ici, il est à 0,5, donc c'est un mélange entre les deux. Si je mets cette valeur... Mince. Hop, je veux modifier cette valeur. Si je mets cette valeur à 0, complètement, notre table va être complètement diffuse. Donc là, vous voyez, la table, elle est
avec un matériau diffus, voilà, comme on pourrait s'en attendre, comme Suzanne en fait au-dessus. Si par contre, cette valeur de mélange, je clique et je la mets à 1, entièrement à 1, voilà, Blender commence à ramer sérieusement, on voit que dans la fenêtre de prévisualisation, on a une valeur complètement glossy, donc réfléchissante. Et d'ailleurs, on voit le reflet de Suzanne beaucoup plus sur la table, partout là ici. Ah, on voit aussi que dans le glossy, le matériau glossy, en bas ici, le roughness, il est à 0.2. Si on met ça, donc on clique deux fois ici, si on le met à 0 complet, voilà, là on a un matériau complètement glossy. Et on voit Suzanne en miroir dans la table complètement. Et donc, ça vous explique bien le factor amount qui est ici, donc la valeur de mélange. Si on la met en 0.5, c'est un mélange équitable entre les deux. Moi, je vais pas mettre un mélange équitable, je vais dire que je veux le mettre en 0.2, par exemple. Hop, et je veux en fait qu'il y ait un peu de réflexion de Suzanne, parce que c'est comme si c'était du bois un peu ciré, mais en même temps pas trop. J'ai pas envie que Suzanne soit complètement réfléchissante. Que Suzanne soit complètement réfléchie par la table. Voilà, et le factor amount du roughness, je vais le remettre à 0.2, parce que ça me convenait très bien tel que c'était au début. Voilà, et j'ai envie que la table soit un peu en bois, comme je l'ai faite dans mon rendu à côté, donc la couleur, je vais la mettre, donc la couleur ici du diffuse, ça va être la couleur de la table. La couleur du glossy, ça va être la couleur de la réflexion, en fait. Donc, color ici, dans le diffuse, je vais essayer de mettre ça dans un marron. C'est difficile de viser parce que Blender est en train de laguer. Ça m'apprendra à faire des vidéos tutoriels sur les matériaux. Voilà. Donc bon, vous vous satisferez de ce matériel pour la table, mais Blender est vraiment en train de ralentir. La souris a du mal à suivre, mais bon, on va continuer quand même la vidéo. The show must go on. Donc voilà, vous avez les petits moins à côté des shaders, donc vous pouvez cacher les paramètres relatifs à chaque shader. Et dites-vous bien que grâce à ce matériau Mix Shader qui est ici, vous pouvez très bien redéfinir dans l'un des deux qu'il vous propose. Donc Mix Shader vous propose deux matériaux encore. Vous pouvez en choisir un des deux pour être un Mix Shader aussi. Dans ce cas-là, vous pourrez mélanger trois matériaux entre eux. Si vous mettez les deux matériaux en Mix Shader, vous pouvez avoir quatre matériaux à mélanger entre eux. Et ainsi de suite en fait. Donc vous pouvez mélanger autant de matériaux entre eux que vous voulez. J'espère que j'ai été clair. Voilà, donc on laisse ça comme ça. Je vais tenter de faire un Alt H, donc d'annuler le fait que les deux objets soient cachés. Je les ai cachés avec H. Si je fais Alt H, j'annule le fait qu'ils soient cachés et je les fais apparaître. Oui, apparemment ça prend en compte. Blender arrive à ne pas cracher. Donc on va rester là. Si vous êtes là, c'est un tutoriel, j'ai pas forcément envie de sauvegarder ou quoi que ce soit, mais si vous êtes chez vous, je vous incite fortement à sauvegarder régulièrement, hein, à chaque étape, parce que j'ai à peu près confiance dans mon PC, mais suivant la puissance du vôtre, il se peut qu'il crache à tout moment en fait. Donc sauvegardez régulièrement, faites CTRL S et enregistrez quelque part sur votre ordinateur. Et nous on va passer à la suite actuellement. Donc, la suite de ça, alors déjà un récapitulatif, je vous ai montré sur les matériaux ici, donc à la place de mix ici, je vous ai montré 5 grands matériaux très utilisés et qui vous seront très utiles. Donc c'était le diffuse, qui est par défaut en fait, glossy, qui permet de réfléchir entièrement, faire un effet miroir en fait, glass, qui est une prédéfinition en fait du verre. Je vous ai montré Emission, qui permet de créer des lampes, tout simplement, et Mix Shader qui est ici, et qui permet de mélanger deux autres matériaux entre eux. Les autres, sérieusement, je vous en parle pas parce que je les ai pas encore essayés. Je vous ai dit, je suis nouveau dans Cycles, je découvre un peu, donc voilà, j'ai pas tout testé. Et je vois qu'il y a Translucent ici, Transparent ici, Velvet, il y a plein de trucs, donc à vous de toucher un peu à tout ça, même si là dans la suite de la vidéo je vais vous montrer autre chose qui est bien plus puissant dans les matériaux et dans les textures, et donc voilà, peut-être que vous n'aurez même pas besoin de regarder au reste, de toucher au reste, mais là franchement ceux-là sont les plus utiles.
Voilà, voilà. Donc on passe à la suite. Si je reviens sur mon image, maintenant on veut mettre un sol à notre scène. Alors pour ça, on va rajouter une texture. Qu'est-ce qu'une texture pour les débutants, les nouveaux là qui regardaient cette vidéo, qui savaient pas vraiment, qui débutaient dans la 3D? En fait, lorsque vous jouez aux jeux vidéo ou même dans des films animés ou comme ça, on ne crée pas des textures de la manière dont on vient de le faire ici, ou dans mon ancienne vidéo sur les matériaux. On va pas juste mettre une couleur qui est marron qui ressemble au bois et puis faire un mélange avec des veines avec un marron plus foncé pour faire du bois ou quoi que ce soit. En fait, ce qu'on va faire pour créer une texture, on va prendre une image de la texture qu'on veut, comme si on a un arbre par exemple et qu'on veut mettre de l'écorce sur cet arbre. On va pas forcément modéliser chaque écorce de l'arbre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une image d'écorce, la coller sur cet arbre et dire bon ben voilà, on colle l'image de l'écorce sur l'arbre et donc on a l'impression, vu de loin comme ça, qu'il y a de l'écorce sur cet arbre, et ça nous évite d'avoir plein de points à gérer, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'un cylindre avec très peu de points, tout simplement pour faire le tronc, et une image qui simule l'écorce dessus, et du coup, ben, en jeu, quand vous êtes en jeu et que vous voyez un arbre, vous vous dites, ah tiens, il y a un arbre, il y a de l'écorce, c'est de l'arbre, et c'est ressemblant, c'est réaliste. Et pourtant, derrière, le moteur de rendu, il calcule pas plein de points pour pour générer chaque écorce, tout ça sur l'arbre. C'est juste une image qui simule le fait qu'il y ait de l'écorce. Comment dire, si vous avez une maison avec des murs en crépi, vous allez juste prendre une image du crépi, coller sur les murs, et puis voilà, vous aurez votre crépi. Ça c'est ce que la majorité, enfin ça c'est ce qui est très utilisé dans les jeux, donc du coup pour éviter d'avoir trop de calculs à faire, parce que dans les jeux vidéo il faut que ça aille vite, il faut que les gens que ça ne rame pas, surtout dans les FPS par exemple, et donc pour ça on utilise des images parce que ça va beaucoup plus vite à calculer, une image sur un plan, plutôt que plein de points qui constituent les détails, des creux, des bosses, tout ça, de la texture. J'espère que tout ça c'est clair en fait, mais c'est juste en fait une texture, c'est une image qu'on a pris et qu'on a collé sur un objet pour simuler le matériau dans lequel l'objet était fait. Au lieu d'avoir cette couleur grisâtre, on dirait du plâtre ou du béton, je sais pas, mais enfin voilà, au lieu d'avoir ça, eh ben on colle une image pour simuler en fait le matériau dans lequel est fait cet objet. Voilà, voilà. Alors maintenant, pour ceux, cette fois-ci, qui connaissent un peu tout ce principe, qui débutaient aussi dans Blender, mais chez vous qui avez déjà essayé, avec Blender ou n'importe quel autre outil de 3D, ça se trouve, vous avez déjà modélisé une scène, et vous avez voulu appliquer des textures. Et vous vous êtes dit, bon, mais c'est très simple, je sais comment appliquer une image sur un plan, bah, je le fais, et vous avez appliqué votre image, vous avez pris votre image, vous l'avez appliquée sur votre plan, et vous vous êtes dit, bon, ben... voilà, maintenant j'ai ma texture qui est faite, et quand vous avez fait votre rendu, vous vous êtes dit, ah, c'est bien, ça a marché, j'ai ma texture sur mon objet, seulement quand je vais sur internet et que je vois les rendus de d'autres personnes, je me dis que bah, ils ont bien mieux réussi que la mienne, ça fait beaucoup plus réaliste. Moi, je sais pas, c'est juste une image sur un plan et ça se voit quoi. Comment faire pour que ça rende réaliste quoi? Comment faire pour que ça ressorte, qu'il y ait ce photoréalisme à l'intérieur? Et c'est là qu'interviennent plutôt au pluriel mon tuto et celui de Andrew Price que je vous ai dit au début, qui vous montre comment appliquer des textures réalistes à vos objets. Et en fait la clé là-dedans, le mystère, c'est de ne jamais s'arrêter à juste l'image de base que vous collez sur votre objet. En fait, la texture que vous allez appliquer sur votre objet va être constituée de 4 à 5 images. Oui, bien 4 à 5 images différentes bien sûr, mais qui chacune d'elles séparément est complètement moche. Chaque image séparément est très moche, mais ensemble en fait elles vont être prises et calculées différemment par Blender, et elles vont chacune avoir une spécificité et vont définir en fait, une va définir par exemple la spécularité, l'autre va définir la hauteur, enfin et les creux et les bosses, une autre va définir les petites aspérités à l'intérieur de la texture, et tout ça ensemble, ça va donner un effet très réaliste à votre objet.
Bon, en fait, même si ça n'a pas vraiment de sens actuellement, ça en aura un peu plus tard dans la vidéo. Et on va le faire étape par étape, et vous allez comprendre. Donc, nous ce qu'on veut, c'est sélectionner notre plan, qui est ici, et donc appliquer notre texture de sol à ce plan. Donc, pour ça, il faut savoir que dans Blender Cycles, comparé à Blender Render, on va être obligé d'utiliser une technique d'UV mapping pour appliquer nos textures. L'UV mapping, c'est quoi? En fait, ça va être le procédé, le principe de créer un patron de l'objet pour lequel on veut appliquer une texture dessus. Donc comment dire? Là pour un plan ça n'a pas vraiment de sens. Mais dites-vous que pour appliquer une texture à un cube, Blender va être obligé, en fait dans Cycles, ce qu'on va faire c'est qu'on va découper le cube et on va découper chacune des faces virtuellement, hein, et on va les aplatir. On va faire un patron de ce cube, donc quelque chose d'une surface plane, et ce patron on va coller la texture dessus, et ça va être beaucoup plus simple de coller une texture sur quelque chose de plat plutôt que sur un objet en 3D, pour savoir comment dire. Oui, j'ai des images sur mon bureau, Windows D, donc par exemple là, vous avez votre cube. Si vous voulez coller votre image, votre texture sur ce cube, vous pourriez le faire en 3D, mais vous sauriez pas, une fois que la texture serait collée sur le cube en entier, vous sauriez pas facilement comment définir en fait, comment modifier en fait, déplacer l'image ou comme ça pour qu'elle elle colle parfaitement à vos envies. Si vous dépliez ce cube et que vous faites un patron comme ce que vous avez en rouge, imaginez enlever tout ce qui est la partie noire et imaginez juste le patron en rouge. D'ailleurs je pense que j'ai l'image à côté ici. Ça, ce sont différents patrons qu'on peut avoir pour un cube par exemple. Donc différentes façons de découper un cube et de le mettre à plat. Si vous avez une image que vous pouvez appliquer là-dessus et que vous pouvez déplacer, et vous allez pouvoir facilement vous dire, je sais pas si je peux zoomer, voilà, je peux zoomer, vous allez facilement pouvoir dire, bon ben je veux que telle partie de mon image, eh ben elle s'applique à ce cube seulement. Et vous pourrez même découper, je sais pas, avec GIMP ou avec Photoshop ou avec n'importe quel outil à côté, vous pouvez découper votre texture que vous voulez et dire, et les mettre dans Blender et dire, bon ben en fait, cette partie que j'ai découpée de ma texture, j'ai envie qu'elle s'applique seulement à ce carré là de mon cube. Cette autre partie que j'ai découpée de ma texture à côté, j'ai envie qu'elle s'applique à ces quatre faces ici. Et vous pourrez beaucoup plus facilement gérer la manière dont votre texture est appliquée à votre objet que si vous aviez, comme tout à l'heure, un cube en 3 dimensions. Là, sérieusement, pour aller gérer la manière d'appliquer la texture sur le cube, bonne chance. Donc en fait, tout ça c'est fait avec une technique qui s'appelle l'UV mapping, et qui est très utilisée en 3D et dans Blender en général. Donc je repasse dans Blender, voilà ici, et pour faire de l'UV mapping, déjà la fenêtre ici je vais la changer, je vais la mettre dans la fenêtre d'UV mapping, voilà, donc on se met dans la petite boîte en bas à gauche, pour définir le type de fenêtre qu'on veut. Et donc je veux plus ma fenêtre de vue 3D, je veux ma fenêtre qui est UV Image Editor, ici. Éditeur d'image, UV. Et en fait je vais prendre mon plan, et il faut que je le unwrap, comme on dit, le déplie. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour un plan ça n'a pas vraiment de logique. Disons qu'un plan, c'est un plan, donc pourquoi le déplier alors que c'est déjà une forme dépliée toute plate. Bon, pour Blender, ça a une grande différence. Enfin, disons que il faut le déplier, c'est une étape obligatoire. C'est comme si c'était Suzanne. Suzanne, on pourrait pas l'utiliser comme ça de base. Elle est vraiment une forme 3D. Il faudrait la déplier pour la voir dans l'UV mapping ici, dans l'image editor. Le plan, il faut aussi le faire. C'est quelque chose, on passe par cette étape. Donc on se met en vue de dessus, voilà, et on va faire U pour unwrap. Alors déjà on va aller en mode édition, donc on tabule en mode édition, on sélectionne tout notre objet, et on fait U pour unwrap, donc UV mapping, voilà U, et au lieu de unwrap, enfin on va pas cliquer là-dessus, on va faire project from view, donc en fait on va projeter dans la fenêtre ici d'image éditeur, voilà, on va projeter notre patron de notre plan à partir de la vue dans laquelle on est. Donc on fait project from view, voilà. Et là on voit de suite que dans notre fenêtre en haut ici, on a notre image qui a été, enfin, on a les points. On peut retrouver en fait, le téléchargement qui s'est terminé, bon mais très bien. On retrouve la forme géométrique de notre plan
qui a été déplié ici en haut. Donc voilà. Alors, je m'attarde pas trop sur l'UV mapping, mais effectivement, si vous aviez un objet 3D, vous auriez peut-être à faire on appelle ça des sims en anglais, j'ai oublié le terme français, des marques de couture, disons que on va découper, pour déplier notre objet, on est obligé de le découper sur certains segments, et donc on peut définir ces segments en mode édition, et ensuite à partir de ces segments là, Blender va savoir que vous les avez marqués en tant que segments de découpe, et et Blender, quand vous allez faire unwrap, va découper suivant ces segments là pour étaler pour faire votre patron. Et quand vous avez un objet 3D, vous devriez passer par ces étapes là. Je m'attarde pas trop là-dessus, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, mais sinon vous trouverez ça sur internet assez facilement, je pense. Donc là voilà, on a notre objet qui a été fait. Ici dans cette fenêtre là, vous avez les mêmes raccourcis clavier, S par exemple pour agrandir, il me semble. S, voilà, pour agrandir. Et je vais agrandir, je vais prendre toute la surface, voilà, ici, qui est là. Et en fait, donc là pour l'instant, on a notre plan qui est ici. Si je l'agrandis là-dedans, ça a aucune répercussion sur la taille de mon objet en vrai. Comment dire? C'est juste une projection en fait. C'est comme si on zoomait ou dézoomait, mais que ça avait pas. Voilà, voyez ça plutôt comme un zoom ou un dézoom, parce que derrière là, on va appliquer une image qui elle ne pourra pas être redimensionnée. Et en fait, suivant qu'on agrandisse ou qu'on réduise cette forme géométrique ici, ce patron, suivant qu'on l'agrandisse ou qu'on le réduise, on va changer l'échelle de l'image qui sera appliquée dessus. Bon, ça va faire plus de sens quand on va le faire à côté. On est sur notre plan ici, et on a de sélectionner, et on est dans la fenêtre de matériaux, donc on fait New, on rajoute un nouveau matériau, et pour l'instant, donc par défaut c'est Diffuse, comme d'habitude, et on va pas choisir un matériau là-dedans, on va cliquer sur le point qui est ici, et là voilà, on a plein d'autres options, et on va cliquer sur Image Texture, qui est là. Donc on clique sur la texture d'image, voilà, on va appliquer une image à la place, et on va ouvrir une image. Donc il nous propose d'aller chercher une image sur notre ordinateur, donc j'ouvre ça, je vais aller sur Desktop, donc sur mon bureau, et dans Texture qui est ici, j'ai Tiles, donc il y a une texture, si je fais Windows D, si je rentre là-dedans dans ce fichier, c'est une texture, voilà, de tuiles, enfin comment on dit, on dit des carreaux. Donc voilà, j'ai un sol avec des carreaux. J'aurais bien voulu faire avec des planches ou du parquet ou comme ça, mais je trouve que ici, ça sera plus représentatif des aspérités, tout ça, et des creux justement entre les dalles. Alors que sur un parquet, c'était moins visible. Donc juste pour le but du tutoriel, j'ai choisi de faire un sol en carrelage. Donc voilà, je reviens sur Blender à côté, donc j'ai choisi Tiles. Ici, c'est le terme anglais, hein. Open Image. Et là, de suite, dans la fenêtre ici de l'UV Mapping, on voit que on a effectivement notre image qui a été rajoutée. Et si je fais S, enfin, si on gardait l'image comme tout à l'heure, qui était petite comme ça à peu près, donc, quand on a créé quand on a fait un Project from View tout à l'heure, la forme avait cette taille dans la vue 3D. Donc si ici je repasse en mode objet et que je me mets en vue de rendu, voilà, pour voir le truc, on voit qu'effectivement on a seulement quelques carreaux qui ont été pris en compte, les quelques carreaux qui étaient qui étaient pris par la forme ici. Si par contre je retabule en mode édition, voilà, et que là j'agrandis, hop, pour que ça prenne à peu près toute la taille. Donc je vais sélectionner ces deux points, je vais faire G, Y, non c'est pas ça, c'était G, X, voilà, je décale, les deux points en bas aussi, hop, Shift Select, et là je vais faire G, Y cette fois-ci, et je les déplace vers le bas. Hop, bon, ça se met pas vraiment à jour ici parce qu'on n'a pas tabulé en dehors du mode édition, donc je retabule en dehors du mode édition. Et là on voit que comme j'ai pris toute l'image, ça s'est redimensionné ici aussi, et ça a pris toute l'image.
il faut savoir, si je retabule en mode édition là, que si je sélectionne tout mon objet, enfin toute la projection, et que j'agrandis encore plus, que je vais encore plus loin, voilà, si je retabule, voilà, en mode objet, on va avoir des carreaux encore plus petits qui vont être appliqués partout. J'espère que vous le voyez, hein, que c'est pas... vous arrivez à voir ça. Vous allez voir des carreaux encore plus petits un peu partout. Et en fait, l'image se répète. Et j'ai fait exprès de prendre une image sur internet répétitive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'avoir quelque chose à la bonne échelle. Donc je fais un CTRL Z, voilà, hop, je mets ça à la bonne échelle et je retabule en mode objet. Et voilà, donc parce que ça a une échelle qui convient à peu près par rapport à la table, à Suzanne, au verre à pied, tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était bien. Et alors voilà, là vous avez votre rendu, et effectivement, il y en a qui se satisferaient de ça, et il faut pas, parce que c'est vrai que c'est pas forcément super réaliste, ça fait très plat, ça fait très simulé, très fake, on voit que ça a été fait par ordinateur, que c'est juste une image, on dirait que vous avez juste pris une photo, imprimé cette photo, donc c'était tout plat quoi, et que vous avez collé ce papier, cette photo, sur votre sol. Imaginez ça, voilà, vous avez une photo prise et que vous avez collé cette photo sur votre sol. C'est vrai que c'est pas réaliste, on voit pas le relief, tout ça là-dedans. Donc pour ça on va simuler le relief, et pas seulement le simuler, on va aussi l'ajouter, et on va se servir de plusieurs autres textures. Alors c'est là que mon tutoriel diffère un peu de celui de Andrew Price sur Blender Guru, parce que si vous allez sur son tutoriel, qui est ici, lui vous fait utiliser un logiciel qui s'appelle Crazy Bump. Si je vais dessus, peut-être qu'il en parle un peu en dessous de sa vidéo, je sais pas, j'ai pas regardé. Hop, je descends un peu. Donc il nous montre un peu tout ça, c'est par là que passe sa vidéo, parce qu'il a un tutoriel écrit à côté. Et voilà, il nous parle du logiciel Crazy Bump qui est ici. Crazy Bump version 1.2, et qui est un logiciel qui permet de créer automatiquement les autres textures dont nous aurons besoin, que l'on appelle, alors l'image qu'on vient de rentrer, c'est déjà une texture, et ça s'appelle, en anglais ça s'appelle Diffuse Map ou Color Map, donc parce que c'est l'image qui aura de la couleur en fait, donc c'est l'image qui apporte la couleur à notre texture, et donc ça s'appelle Diffuse ou Color Map en anglais. J'ai que les termes anglais, hein, je suis désolé pour cette vidéo, mais je n'ai que les termes anglais avec moi. Et en fait on va vouloir créer d'autres textures qui seront Normal Map, Displacement, Specularity, et dans sa vidéo, Andrew Price ajoute aussi l'Occlusion Map, que je ne ferai pas dans cette vidéo parce que je ne peux pas. Donc en fait, ce logiciel dont il nous parle, Crazy Bump, nous permet, juste en rentrant une image, .png ou JPEG, voilà, on clique sur le bouton en bas là ici, il nous permet de créer, créer très facilement les 4 autres textures dont nous avons besoin. Or, ça fait plus d'un mois que je connais ce tutoriel, que je l'ai regardé et re-regardé pour bien apprendre, et j'ai téléchargé Crazy Bump, que j'ai commencé à utiliser et que j'ai trouvé super pratique. Sauf que hier, quand j'ai voulu commencer à préparer ma vidéo et que j'ai voulu tester, voir si j'arrivais à faire ce qu'il fallait, donc cette scène, tout ça, si j'arrivais à la réaliser, et ben je me suis aperçu que en ouvrant Crazy Bump, il me demandait une clé d'activation pour un compte, et donc il voulait que je paye une licence. Et en fait je ne me suis pas aperçu, mais en fait j'étais sur la version d'essai de 30 jours. Et voilà, et la licence est payante pour ce logiciel, donc j'essaie tant qu'à faire autant que possible, voilà, dans mes vidéos, d'utiliser des logiciels libres ou des logiciels qui sont, enfin, dont on n'a pas à avoir de licence à payer, ou qu'on peut utiliser sans avoir seulement à utiliser la version d'essai de 30 jours. Et je m'en étais vraiment pas aperçu du tout, je suis vraiment bête à ce point-là, mais ça faisait 30 jours que j'utilisais une version d'essai, et donc ça marchait très bien, c'était génial, j'ai fait plein de textures super cool, sauf que maintenant je n'ai plus l'autorisation de le faire. Donc eh bien j'ai cherché tout hier après-midi en fait, et tout hier soir j'ai cherché un moyen de recréer ces différentes textures dont nous aurons besoin, pour rajouter du relief, tout ça, pour rendre notre texture réaliste. Et donc je vais vous montrer, c'est en ça que diffère ma vidéo par rapport à la sienne, c'est que je vais vous montrer d'autres logiciels et d'autres moyens qui permettraient de réaliser nos textures comme on le veut.
Donc, on va commencer par vous expliquer, je vais commencer par vous expliquer quelque chose avant ça. Donc pour l'instant on a notre texture diffuse, color map comme on appelle. Donc on a le color map, on a l'image de couleur. Et on va changer de panneau ici. En fait au-dessus on va mettre la vue 3D et le rendu, comme ça, et le calcul de rendu. Et en fait en dessous on va aller dans une autre fenêtre que je vais calculer ici, et ça sera la fenêtre Node Editor. Donc certains ne connaissent déjà cette fenêtre là, d'autres la découvrent pour la première fois. Et j'ai envie de monter ça, voilà, très bien, et de dézoomer ici. Comme on va se concentrer sur le sol seulement, je vais sélectionner Shift sélection, Shift sélection, Shift sélection, tous mes objets là, et faire H pour les cacher et me concentrer que sur le sol. Peut-être que je vais aussi sélectionner les murs et les cacher aussi. Donc voilà, je me concentre que sur mon sol pour que ça puisse bien rendre tout facilement. Et à partir de là, on va vouloir donc améliorer cette texture. Je sélectionne mon sol, et donc on est dans le Node Editor qui est en bas. Alors, quelques explications sur cette fenêtre qui est en bas ici, là, qui est Node Editor ici. En fait, jusqu'à présent, vous avez touché aux textures et aux matériaux dans ce panneau ici avec la sphère en orange et marron. Tous les boutons qui sont ici sont très intuitifs, très faciles, c'est quelque chose de vraiment intuitif, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur quelques boutons, choisir le matériau que vous voulez, et vous rentrez tout ce que vous voulez, et ça marche en claquant des doigts. Or, ce panneau n'est qu'une interface simplifiée du panneau que je viens de vous montrer ici, de la fenêtre que je viens d'ouvrir ici, donc Node Editor. Tous les boutons qui sont là sont basés sur le système de nœuds, Node, qui est ici, et en fait chacune de ces boîtes là sont des nœuds, des nodes comme on appelle ça, qui déterminent en fait les textures et les matériaux. Et toutes les retouches aussi après le rendu. En fait, vous pouvez faire des retouches d'image avec cette fenêtre là. Et c'est quelque chose de très complexe, de très complet, et qui peut être difficile à prendre en main. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai dû mettre 1 an avant de juste commencer à prendre en main ce panneau, parce que il me répugnait un peu au début. Je trouve ça vraiment très moche et pas très intuitif. Mais je vais essayer de vous l'expliquer du mieux possible. Alors, là en fait, si on regarde bien, on a exactement une redéfinition de ce qui est ici. Là, ce qu'on a fait dans la vue à côté, dans le panneau en fait, avec tous les boutons simples et tout ça, on est allé dans Color et on a cliqué sur le point qui était à côté, et on a changé ça en Image Texture. Donc en fait, on a voulu dire que on veut une image à la place de la couleur de notre surface diffuse. On avait un matériau de type diffus. On pouvait choisir la couleur à la place. On a dit non, on veut pas une couleur, on veut une texture. Donc on a cliqué sur le point, et on a cliqué sur Image Texture, et ensuite il nous a demandé de vouloir, si on voulait charger notre image à partir de l'ordinateur. On allait chercher l'image sur l'ordinateur, et on l'a rentrée, et voilà. Et il nous a mis cette image sur notre plan. Qu'est-ce qui est dit là-dedans? Il dit qu'on a un premier nœud ici, qui est un nœud qui s'appelle Image Texture, donc un nœud d'image en fait, de texture d'image. Et donc qui nous permet normalement d'aller chercher, vous voyez on a exactement les mêmes paramètres ici que là, et donc il nous permet d'aller chercher sur notre ordinateur la texture que l'on veut, l'image que l'on veut. Voilà, ça a été fait. Ce nœud il sort de là, au niveau de la couleur, voilà, il sort et il rentre dans un deuxième nœud, Diffuse. Donc il dit que cette image est appliquée sur un matériau diffus, donc ce qui était dit ici en haut là, donc sur la surface on avait une texture diffuse à la base, un matériau diffus, et ensuite ça c'est relié à Material Output, donc ça ce sera un truc que vous aurez tout le temps, il sera unique, et vous le garderez à la fin tout le temps ici, ce sera le dernier de vos nœuds, et ça c'est le output, c'est la sortie en fait, qu'est-ce qui est rendu à la fin. Tous les nœuds qui seront avant ça vont être des nœuds de mélange, de plein de trucs comme ça, et vous allez définir plein de choses, plein de règles, vous allez préciser des choses, contraindre certains affichages ou comme ça, avec plein de nœuds à côté. Vous allez avoir un gros amas de nœuds qui va se faire à côté sur la gauche, et ensuite le tout sera relié par une barre, voilà ici, hop, là-dedans dans le output.
Et ça va faire un rendu de tout ce que vous aurez avant. Et ça vous montre cette image à la fin. Donc là on a quelque chose de très simple. On a un matériau diffus qu'on a fait, qui se sert pour la couleur, en fait, à la place de couleur. Ici on dit qu'on voulait pas une couleur, qu'on voulait une image. Donc à la place de la couleur, qui se sert d'une texture, qu'on allait chercher sur l'ordinateur. Et tout ça, ben, on le donne au rendu, et on dit, bon ben voilà, ça, tu le rends, et tu nous le montres. Voilà. Alors je lui ai dit qu'il fallait jamais s'arrêter ici, et qu'on va vouloir rajouter d'autres images à côté. Si je vais sur mon bureau, voilà, c'est déjà ouvert, le dossier est déjà ouvert. Pour l'instant, on a utilisé cette texture, de couleur. C'est l'image que l'on veut donner à notre plan, pour le sol. À côté, vous allez avoir donc 3 autres images qui sont ici. Je vais vous parler d'abord de la première qui est Tiles Normal. Donc c'est Normal Map, on appelle ça en anglais. Je sais pas comment le définir en français. C'est une image très spéciale avec un code couleur très particulier. Il n'est pas très exagéré ici, mais en général c'est un truc un peu bleu-violet. Il y a beaucoup plus de violet et de rose dans d'autres de ces images. Mais alors elle a un code couleur très particulier et elle n'est pas prise en compte par tous les logiciels. Blender a intégré le calcul de ces images depuis peu en fait dans la version Cycles et c'est vraiment très très utile. Disons qu'elle va gérer les petites aspérités en fait dans vos textures. Alors pour le sol ici, ça va pas être très visible parce que les aspérités, enfin les petits creux et bosses tout légers sont pas très nombreux. Mais bon, c'est une texture qui est très importante normalement. Et si vous voulez avoir par exemple, l'exemple que prend Andrew Price dans son tutoriel, non c'est ici, voilà. Il prend l'exemple de pavé, en fait, d'un sol pavé à côté. Et là, chacune des briques qui constituent le sol a plein de petites aspérités. Et là, la texture est très importante dans cet exemple-là. Donc, ça c'est la première texture dont je vais vous parler. Ensuite, vous allez avoir, je sais plus si c'est celui-ci, non, c'est, oui, si c'est ça, c'est celle-ci texture, qui s'appelle Displacement. Et alors celle-là va définir l'épaisseur en fait à différents points de votre texture. Donc en fait, il va dire que bon ben les dalles de votre sol sont un peu surélevées et en fait les jointures entre les dalles, elles sont un peu plus creuses, plus basses. Donc en fait la hauteur et enfin les creux et les bosses générales plus globales en fait plus grandes de votre texture sont définies par cette texture là qui s'appelle Displacement Map. Et enfin, donc la troisième qui est ici, s'appelle Specularity Map. Et ça, c'est une texture qui, elle aussi, est en noir et blanc, comme la troisième dont je vous ai parlé. Celle-là, c'est la quatrième. Donc, Specularity Map, et donc, elle va gérer la spécularité, donc les endroits qui vont réfléchir, qui vont être réfléchissants de votre objet. C'est-à-dire que vous voulez pas toutes vos dalles, tout le dessus de vos dalles, d'être complètement réfléchissant. Tout ce qui sera complètement noir sera opaque et ça va rien réfléchir. Tout ce qui se rapprochera du blanc va réfléchir la lumière. Donc effectivement, sur les bords de vos dalles, vous allez vouloir avoir plus de réflexion. Et tout ce qui est un peu plus clair, gris clair là sur le dessus, va dire que bon, on va avoir une réflexion assez souple, enfin je sais pas comment dire, assez terne, sur le dessus de vos dalles. Voilà, donc ça ce sont les trois autres textures que vous allez rajouter à la texture de couleur, là, la texture de Diffuse, Color Map, qui vont faire en sorte que votre texture sera bien, et sera réaliste surtout. Il y a une quatrième texture dont Andrew Price parle dans son tutoriel à lui, et c'est Occlusion Map, et ça va simuler d'autres creux. Disons que dans votre texture de base, là à côté vous allez avoir comme les jointures sont un peu plus basses, des fois il y a un peu plus d'ombre là-dedans, et ça va simuler cette ombre, et ça va noircir un peu les zones qu'il faut. Et en fait, cette texture, elle est pas cruciale du tout, elle est même facultative, et donc je m'en suis pas préoccupé. Déjà, j'ai pas cherché à savoir comment la reproduire, parce que j'avais plus Crazy Bump, et j'ai cherché à reproduire les trois autres textures, et pas forcément celle-là. De toute façon, elle est assez... elle est pas cruciale du tout. Voilà, allons-y, hein, mettons-nous au travail. Alors on part de cette image qu'on a réussi à avoir sur internet, sur CG Textures par exemple.
ou alors avec votre appareil photo, vous avez pris une photo en photo la texture que vous voulez et vous voulez l'appliquer à votre objet. Et donc on part de cette image. Pour créer la première texture que l'on veut, donc celle-ci, la normale, on va utiliser un logiciel que j'ai trouvé sur internet, c'est le premier lien que j'ai, c'est SS Bump Generator. Vous allez là-dessus et vous allez télécharger ce logiciel. Prenez le premier lien. Et donc c'est ça, il permet de faire d'autres types de textures pour d'autres choses, genre, je sais pas ce qui est dit, High Map par exemple, ou SS Bump Map, with Ambient Occlusion, donc c'est autre chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, on veut avoir ce type de texture, ici, Normal Map, c'est ça que l'on veut. Donc vous téléchargez, vous descendez en bas ici, il vous donne plein d'exemples, et vous cliquez sur Download Newest Version Here. Vous installez ça normalement comme vous installeriez n'importe quel autre logiciel. Et donc je baisse tout ça. Vous allez vous retrouver avec, j'ai le raccourci ici. Allez, on attend que ça charge. Et que ça apparaisse. Voilà. Donc voilà, là vous avez votre l'outil dont il vous parle. SS Bump Generator. Il est super simple en fait, j'ai pas cherché à comprendre quoi que ce soit, j'ai cliqué sur Add Image qui était ici, ça ressemblait à une image avec un plus, donc je me suis dit bon ben rajouter une image, cliquez là-dessus, on va chercher l'image que l'on veut, alors on est dans Texture, on clique sur Tiles ici, on fait ouvrir, il nous ouvre l'image qui est ici, ensuite il y a plein de paramètres, settings qui sont à côté, et on choisit ce qu'on veut, nous on veut Normal Map, donc on clique sur Normal Map qui est ici, on veut pas de SS Bump ou de Ambient Occlusion ou quoi que ce soit. Et une fois que ça c'est fait, j'ai cliqué sur quoi? Sur ça, il y a marqué Generate Selected, ou alors Generate All. Donc je suppose que si vous allez rajouter plein d'autres images à côté, vous pouvez générer plein de normal maps à la fois, en même temps, de toutes les images que vous voulez. Et on clique là-dessus, on clique sur Generate Selected, et hop, normalement il nous le crée. Où est-ce qu'il nous le crée? Bon, il nous le crée, mais comme l'image est déjà à côté, elle a été nommée comme ça par défaut la dernière fois que je l'ai faite, il prend en compte le fait qu'elle a déjà été créée, et donc il ne la refait pas en fait. Il remet par-dessus, enfin disons qu'il la réactualise, mais c'est toujours la même en fait, c'est celle-là. Donc voilà, on a créé notre première image. Ensuite, on va vouloir créer les deux autres. Alors là, ça va être un peu plus complexe. Non, en fait, non. Pour la displacement, ça va être simple. Il y a un logiciel très bête aussi qui permet de le faire. Donc on fait croix pour ça. On a créé notre première image Tiles Normal, qui est ici. On va créer le displacement qui est à côté. Pour ça, on revient sur Internet. Troisième lien qui est ici. Vous allez taper Displace Map Generator. Et vous allez cliquer sur le premier lien, qui n'est pas un lien commercial. Donc cliquez là-dessus. Et donc Displacement Map Jack Creator, et vous cliquez sur Download Here, et vous installez le logiciel comme vous installeriez n'importe quel autre logiciel. Et alors là, je l'ai installé, j'ai mis un raccourci en bas avec tous mes autres trucs, et donc c'est celui qui est ici, Displacement Creator version 2.1, et en fait quand on clique dessus, il demande à être exécuté, on dit oui, on exécute, et là, il y a un terminal qui s'ouvre, il nous demande de choisir la texture qu'on veut. Il va absolument lui falloir une image normale, une image de normale. Donc en fait, vous êtes obligé d'être passé par l'ancienne étape et d'avoir créé la première image, l'image Tiles Normal, ici. Vous lui rentrez ça, parce qu'en fait le logiciel ne va pas pouvoir prendre en compte l'image .png ou .jpeg. Enfin, je veux dire l'image avec la couleur, je veux dire. Il ne pourra pas la prendre en compte, donc vous prenez cette image normale, vous ouvrez, oui, vous dites oui pour ça, et alors là, dans le terminal, il est en train de calculer, il vous le fait, vous voyez rien du tout, mais il est en train de calculer le truc, et une fois que ça c'est fait, hop, il vous l'a fait. Alors là, celui-ci par contre, il n'a pas calculé qu'il y en avait déjà un de fait, ah oui, parce que j'ai renommé, il reprend le nom, et il met underscore displacement derrière. Donc en fait, comme j'ai renommé pour faire que displacement, j'ai deux fois la même. Et voilà, il vous le refait dans le même fichier. Bon, je l'ai supprimé parce que je l'ai déjà à côté. Non, en fait, je vais faire Shift Sup, comme ça ira pas dans la corbeille. Donc là, vous avez trois textures. Bon, une vous avez déjà faite, et vous avez créé les deux autres.
Ça c'est fait. Maintenant vous allez avoir besoin, voilà, ça a été supprimé. Maintenant vous allez avoir besoin de la quatrième et dernière texture. Celle-là, j'ai pas trouvé de logiciel qui permettait de le faire sur internet. Donc si l'un d'entre vous réussit à trouver un logiciel super bête, gratuit, et un logiciel libre comme ça, qu'il le mette dans les commentaires en dessous, ça m'aiderait. Et donc j'ai pas trouvé. Ce que j'ai fait en fait à la place, c'est que je l'ai créé à partir de Photoshop. J'ai trouvé un tutoriel sur internet qui nous permettait de créer cette sorte de map à partir de Photoshop. Donc pour ça, il va falloir partir d'une image de base, si je ne me trompe pas. Donc vous ouvrez cette image, ouvrir avec Photoshop. Voilà. Donc j'ai créé mon image, enfin je l'ai créé, je l'ai ouvert sous Photoshop. Vous allez aller dans Images, c'est vraiment très simple, hein. Réglages. Là on va changer, on va mettre désaturation, donc on veut que l'image soit désaturée. Puis vous allez faire Image, Réglages, encore une fois, et Niveau. Et vous allez jouer sur les niveaux de l'image, sur le niveau de la couleur de l'image. Donc en fait ce que vous voulez avoir, vous allez jouer avec les points qui sont ici. Vous allez avoir quelque chose d'assez sombre, comme ça, et ici vous allez réduire un peu, vous voulez quelque chose qui soit fortement contrasté, avec un très fort contraste, donc vous allez jouer avec les tons de noir et de blanc ici, mais vous voulez avoir une image qui soit beaucoup plus sombre que blanche, parce qu'en fait, je sais plus comment j'ai joué pour avoir l'autre image la dernière fois, mais vous voulez une image qui soit beaucoup plus sombre que blanche, parce que votre sol n'est pas complètement réfléchissant. Tous les points qui seront clairs, ce seront les points qui vont réfléchir le plus votre lumière. Et vous voulez quelque chose qui soit à peu près opaque. Donc, je vais me satisfaire de cette texture, même si elle ne ressemble pas vraiment à l'autre que j'ai à côté. Mais je vais me satisfaire de ce qu'il y a ici. Et je vais faire OK. Et ensuite vous enregistrez, vous faites fichier, soit vous exportez ou vous enregistrez sous et vous mettez en point PNG il me semble, enregistrez sous, tiles.png, oui voilà c'est très bien. Vous enregistrez ça en point PNG sur votre ordi, je vais garder l'ancienne moi que j'avais ici parce qu'elle est déjà faite, et vous utiliserez ça après dans Blender. Donc je fais annuler, ici je quitte, non je n'enregistre pas, et vous avez vos 4 textures qui ont été faites. En fait, j'ai pas trouvé de tutoriel ou j'ai pas cherché de tutoriel vraiment pour faire ça sous GIMP, mais je suis persuadé que c'est faisable sous GIMP. Le tout, c'est juste de rendre cette image en noir et blanc, donc désaturation, puis ensuite jouer sur la balance des couleurs pour avoir quelque chose d'assez sombre avec certaines parties qui soient plus claires pour gérer l'endroit où la luminosité sera réfléchie. Donc voilà, vous pouvez très bien faire ça sous GIMP si vous n'avez pas Photoshop, c'est vraiment pas un problème. Je disais précédemment dans la vidéo que je voulais utiliser le plus possible des logiciels libres et qui soient pas payants, voilà. Et donc GIMP le fait. On rebascule sur Blender, voilà, qui est ici. Alors maintenant qu'on a nos 4 textures qui ont été faites, donc on a la première qui a déjà été rentrée dedans. Je vais vous initier un peu au système des nœuds dans Blender, Node Editor. Déjà, on a les mêmes raccourcis, enfin on a certains raccourcis qui sont identiques ici. Par exemple, on peut faire Shift A et ça rajoute un nouveau nœud. Eh oui. Donc on va faire Shift A et on va rajouter ici, on a toute une panoplie avec plein de sous-menus en fait, avec plein de nœuds qui nous proposent. Voilà, pour vous montrer l'étendue qu'est le système de nœuds dans Blender. Tout ça, chacun de ces trucs là, ce sont des nœuds qu'on peut rajouter qui permettent de définir les textures et les matériaux de nos objets. Donc Shift A, nous on veut rajouter une texture ici et on veut Image Texture qui est en haut. Donc on clique là-dessus et ça nous rajoute un nouveau nœud, une nouvelle boîte qui est là. Donc on va lever un peu ça, voilà, sans pour autant complètement l'effacer parce qu'on va pouvoir voir les effets que ça a là-dessus. Et on va, alors je peux zoomer avec la molette, hein. Shift molette, je peux aussi déplacer comme dans la vue 3D normale. Je vais ouvrir ça, aller sur mon desktop, dans le dossier texture, et je veux le normal map, c'est la première. Alors si vous allez en haut ici, vous pouvez voir
les textures, voilà, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez voir ce que vous voulez. Et moi, je veux l'image violette un peu là-dedans, un peu particulière, donc Normal Map. Et on clique sur Open Image. Donc voilà, on a ouvert cette image. Elle n'est pas prise en compte, hein, on voit rien, aucune modification ici, parce que je ne l'ai pas relié à l'output qui est là-dedans. Je ne l'ai pas relié au rendu final. Donc pour l'instant, c'est pas pris en compte, c'est juste une texture qui est là, qui existe dans le néant, dans le vide. Et on va devoir faire quelque chose avec pour qu'elle soit liée à cet objet. Donc, pour prendre en compte cette image qui est un peu particulière, comme je vous l'ai dit, elle est en violet, bleu, rose, tout ça. Et donc en fait, elle a un encodage particulier, et pour la prendre en compte correctement dans Blender, il faut passer par un décodeur en fait d'images de Normal Map, et Blender supporte ça depuis peu. Et pour ça, il faut faire passer cette image à travers un nœud de décode en fait, qui va pouvoir spécifier à Blender, bon ben, tu dois prendre en compte cette image de cette manière en fait. Tu dois la prendre en compte comme une image de Normal Map en fait, comme ce qu'elle est. Sinon Blender la prendra comme une image basique de couleur comme celle au-dessus. Et il va prendre ça tel que c'est là. Donc, pour ça, je vais faire Shift A et je vais rajouter... alors, c'est un vecteur Normal Map. Donc voilà, c'est ce qu'on a. On a une Normal Map. Pour l'instant, notre texture c'est une Normal Map. Et donc on clique là-dessus. Ça nous rajoute cette boîte-là. Et on va pouvoir prendre le bouton jaune, là, le Color, qui est ici. Et le jaune va avec le jaune, le gris avec le gris, le bleu avec le bleu en général dans les sorties et les entrées. Donc faites attention à cela, hein, essayez pas de connecter du jaune avec du gris. C'est fait exprès qu'il y ait un code de couleur, hein, les jaunes vont avec les jaunes. Donc on a ça. Et maintenant, la sortie de ça, ça veut dire que Blender va prendre cette texture, il va la calculer d'une certaine manière. Enfin, cette boîte définit la manière dont il va calculer la texture. Et de là, il va la sortie en fait. Ça a été calculé, voilà, ça a un certain rendu. Et vous le glissez dans le normal qui est ici, parce que c'est bleu et bleu. Là, on voit déjà un changement, même s'il est très très bizarre. Alors, ça c'est sans, et ça c'est avec. Blender prend en compte normalement avec ces textures les différentes aspérités, les petites aspérités, les petits trous, tout ça de votre texture. Alors là, il n'y en a vraiment pas beaucoup parce que ce sont des dalles normales, des carreaux, d'un carrelage. Donc vous n'allez pas voir grand chose. En même temps, la force est un peu grande, donc on va mettre ça, on va descendre ça à 0.2 par exemple. Voilà. Donc ça va garder à peu près notre texture comme tout à l'heure. Et comme je vous l'ai dit, là l'image elle est très uniforme, très violette, tout ça, il n'y a pas vraiment de changement un peu partout. Quand on voyait sur internet tout à l'heure que j'allais dans... Par exemple, ici on a un exemple de Normal Map. On voit qu'elle est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de changements, on voit vraiment la forme de l'image et il y a beaucoup plus de violet, de rose que de... Enfin, à côté du bleu. Et nous, notre image à nous, elle est toute bleue quasiment. Il faut vraiment zoomer pour voir certains trucs violets à côté, donc il n'y a pas grand changement. Donc c'est normal que dans Blender, on voit pas beaucoup de modifications ici. Après ça dépend de vos textures, mais suivant les textures, il y en a certaines qui auront de grands effets là-dessus. Si ça fait des effets trop prédominants, enfin vraiment trop renforcés, n'oubliez pas de changer la force ici, là je le mets à 0.2, parce qu'en général 1 c'est assez fort quand même. Donc on va redéplacer ça pour bien les arranger. Voilà, et donc là on a relié notre texture qui était ici, à travers ce nœud ici, on l'a rentré là-dedans, et du coup c'est quand même relié au Material Output, et dans ce cas-là on peut dire que la texture est prise en compte là-dedans, même si on voit pas grande différence pour l'instant. Là où on va avoir un grand changement, c'est maintenant, avec la prochaine texture que l'on veut rajouter. Et là on va pas passer par les nœuds, on va revenir dans les panneaux qui sont ici. Parce qu'en fait, c'est un modificateur qui va nous permettre de rajouter la prochaine texture. On va modifier la géométrie vraiment de notre objet. Donc pour ça, je vais me remettre en vue 3D ici, et pas en rendu, je vais me mettre en vue solide, normalement. Et je vais aller dans les modificateurs, et je vais rajouter un modificateur, qui sera un modificateur Displace. Et Displace, en fait, c'est déplacement. Disons qu'on va gérer les endroits
de notre plan qui vont être relevés, ou les creux, les vallées, les bosses, tout ça, de notre matériau, de notre texture. En fait, on va physiquement déformer notre objet pour qu'il prenne la forme géométrique qui corresponde à notre texture. Donc pour ça, dans l'outil, dans le modificateur Displacement, ici, il va falloir qu'on rajoute une nouvelle texture. Donc on clique sur New, ici. New Texture. Et en fait, on va aller dans le panneau de texture ici, le carré jaune et rouge. On clique là-dessus. Et là, on descend et on va dire qu'on utilise Displacement Texture, ici. On veut utiliser une texture qui sera pour la texture là-dedans qu'on veut utiliser. Elle sera utilisée pour le modificateur Displace. On va là-dedans. Par défaut, c'est mis sur Clouds, donc c'est les nuages. On va changer ça, on va le mettre sur Image en Movie, qui est là. Et on va faire Open, donc on va choisir une image. Donc on va dans Desktop, dans Texture, on clique là-dessus pour voir celle que l'on veut. Et je vous dis que c'était celle-là, Displacement. Donc on clique là-dessus et on fait Open Image. Et là, rien n'a changé. Enfin, notre plan, il est monté. Il est venu très haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous ai dit qu'on allait physiquement changer la forme de notre objet pour qu'il s'adapte à notre texture. Et pour physiquement changer la forme d'un objet, c'est comme tout objet, il nous faut des points, il nous faut des sommets, plein de sommets. Et actuellement, si je vais en mode édition, nous n'avons que 4 sommets à notre objet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de la géométrie là-dedans. On va faire W et Subdivide, donc on va subdiviser notre plan. Et là en bas, je vais glisser et aller au-dessus de la valeur de 10 qui bloque par défaut, en rentrant une valeur directe, en cliquant là-dessus, et en rentrant, je vais mettre 20 par exemple. Hop, je vais mettre 20. Et donc je rajoute plein de sommets là-dedans. Et même pour faire encore plus de sommets, je vais aller rajouter un modificateur Subdivision Surface ici. Avec la petite flèche là en haut, je vais le mettre au-dessus de l'autre, parce que c'est d'abord subdivisé et ensuite... D'abord on le subdivise et ensuite on y rajoute le modificateur Displace. Et je vais le mettre à 1 seulement, hein, ce sera suffisant. Voilà, voilà. Je sors du mode édition. Et là on voit que notre texture a fait de l'effet. Il y a vraiment un effet qui a été rajouté à notre texture. Peut-être qu'en mode... édition, je vais rajouter encore quelques sommets pour qu'il y ait encore plus de précision. J'espère que Blender ne va pas complètement ramer. Enfin, je veux dire s'arrêter et cracher. Mais voilà, là on a assez de points et on commence à voir à peu près la forme de nos dalles sur notre sol. Même si notre sol est beaucoup plus haut et que il ressemble pas vraiment à ce que l'on voudrait. Ça en fait c'est très simple, c'est juste que dans le modificateur Displace qui est ici, on a Strength, donc la force de notre modificateur qui est trop haute. Et on va la redescendre, on va la mettre vraiment de 1, on va passer à 0.01. Paf. Et là vous voyez que notre texture ici est très bien appliquée, on voit vraiment les hauts et les bas, enfin les creux, les bosses, tout ça dans notre texture, et déjà ça ajoute beaucoup plus de relief, et on voit vraiment le changement quoi, ça fait quelque chose de beaucoup plus réaliste. Donc voilà, c'était la modification avec cette texture là, et il nous reste une dernière texture à appliquer, qui est, si je change, hop, que je vais là-dedans, qui est le Specularity, donc la luminosité, l'éclairage de que va renvoyer notre texture, notre matériau. Donc, on en reste dans Blender. Là, je vais revenir en bas là, dans le Node Editor, dans la fenêtre des nœuds. Ce qu'on veut maintenant, c'est faire en sorte que utiliser la dernière texture qui permet de jouer sur la luminosité. Et en fait, notre objet, on veut qu'il y ait certains endroits qui réfléchissent la lumière et d'autres qui ne réfléchissent pas la lumière. Alors, réfléchissez, vous. Pour l'instant, jusqu'à présent, on a vu deux textures complètement opposées. On a vu Diffuse, celle qui est ici, et on a vu Glossy. Et on a dit que Diffuse, donc c'était une texture assez mate, et que Glossy, au contraire, elle réfléchissait complètement tout ce qui était autour d'elle. C'est comme un miroir en fait.
Donc ce qu'on veut, c'est qu'il y ait certaines parties de notre plan qui est ici, qui soient diffuse, même des grosses parties de notre plan qui soient diffuse, tel que c'est actuellement, et certains endroits qui soient glossy. Donc pour ça, il va automatiquement falloir deux textures, donc une texture glossy en plus de la diffuse. Donc pour ça, on fait Shift A, et on va ajouter une texture ici qui est glossy. Est-ce que je la trouve? Alors ça ne doit pas être là-dedans. Je suis désolé, je ne connais pas encore. Alors c'est un shader, je pense. Voilà, Glossy BSDF. C'est le même que celui qu'on avait. C'est le même que celui qu'on avait à côté dans la boule ici. On avait Diffuse et on avait Glossy BSDF ici. C'est la même chose. Mais on le rajoute à côté, on le met en deux. À la fin, pour le rendu, il va falloir un mélange des deux. Donc il faut un mix shader, comme celui qu'on avait vu, que je vous ai montré en début de tutoriel ici, le mix shader. Et on peut, encore une fois, le rajouter à travers ce panneau-là, parce que c'est une redéfinition plus précise ici du menu qui est à droite. Donc on peut rajouter un mix shader facilement avec Shift A. Donc shader ici, mix shader. Hop, on va mettre ça au milieu, on va le glisser par-dessus là. Et donc quand on met en surbrillance par-dessus une ligne, qu'on appelle un noodle en anglais, donc c'est des nouilles, on appelle ça comme des nouilles en fait, noodle. Quand on le glisse par-dessus une nouille, et ben ça calcule automatiquement les entrées et sorties. Et on va glisser le vert dans le vert, et on fait un mélange des deux. Et alors automatiquement, vous voyez que dès que le glossy est intégré à tout notre fatras là de nœuds, avant le output, ici ça change en haut, et donc on a un mélange comme on faisait avant des deux, et on a à moitié glossy et à moitié diffuse. Sauf que on veut pas que la moitié soit comme ça, même si on réglait le factor ici, même si on le baissait, qu'on le mettait à 0.2 ou 0.1, c'est pas comme ça que ce serait en réalité. La réflexion en fait du matériau serait pas comme ça, c'est pas réaliste. On veut gérer la réflexion de manière à ce que seulement les bords des dalles ou quelques parties sur les dessus des dalles réfléchissent la lumière, comme naturellement en fait. Et pour ça on a créé une texture à côté, on a créé une displacement map, si je l'ai à côté, la texture, et ici, Tiles Specularity, on l'a créé à côté. Et donc, on va utiliser ça comme valeur à la place de factor. Ici, la valeur factor, elle permet de dire, bon ben, si je suis à 0, je suis complètement en diffuse. Si je suis à 1, je suis complètement en glossy. Donc elle détermine, en gros, en quelle proportion est-ce qu'on est diffuse et glossy. Mais elle a un point d'entrée juste avant la valeur qui est ici. Donc soit on change avec le chiffre qui est là, soit on peut rentrer quelque chose là-dedans, dans ce paramètre-là, et cette valeur d'entrée va pouvoir définir à partir de quelque chose. Pourquoi j'ai mis 5 moi? Non, je mets 0.5, donc la moitié, voilà. Et à partir de cette valeur d'entrée, on va pouvoir définir comment est-ce qu'on veut rendre certaines parties glossy et certaines autres parties diffuse. Pour ça, on va rajouter une texture dans cette input qui est ici. Donc pour ça, il faut rajouter une texture. Donc Shift A, texture, Image Texture, hop, Open. Je vais chercher sur Desktop, dans le dossier texture, je veux Specularity, et Open Image. Alors là, oui, je vais aller à l'encontre du code couleur, des jaunes, vert, gris, tout ça, bleu. Parce que, en fait, là, on a que le alpha. Le alpha, c'est la transparence d'une image. Et le color, qui est ici, donc la couleur, et nous on veut ni l'un ni l'autre, on veut pas utiliser la couleur de notre image ni l'alpha, mais si on veut utiliser la couleur, mais la couleur c'est noir et blanc, l'image est en noir et blanc, et on veut pas s'en servir comme couleur, vraiment on veut s'en servir comme valeur d'effet en fait qui va gérer le factor, donc le mélange. Ouais, je vais traduire factor par mélange en fait. C'est ce qui me vient le plus naturellement à l'esprit là, tout d'un coup pendant le tutoriel. Et donc quand je rentre ça là-dedans, donc de color je passe sur factor, je vois que j'ai déjà sur les bords, alors mince j'ai bougé donc du coup ça doit recalculer, mais on voit que sur les bords ici on a de la réflexion seulement sur les bords des tuiles, et ça fait beaucoup plus naturel, tel qu'on l'avait sur notre texture. Donc c'est pareil gagné. Et donc voilà, on a pris en compte notre texture de spécularité, et donc on a bien
on a bien les bords des tuiles qui réfléchissent la lumière comme il faut. Voilà, donc là on a fini au niveau des nœuds. Vous voyez qu'au final on est parti de 3 nœuds seulement, et on a fait quelque chose d'assez complexe, et encore là c'est, disons que, je veux pas vous faire peur, mais cette configuration là est très simple, il y a vraiment pas grand chose. On a 3 textures en plus, et une quatrième qu'on a mis en modificateur, qu'on a mis à la place de la modification. Et alors c'est important de bien organiser vos nœuds comme ça pour pas que ça se chevauche, que par exemple il y ait ça qui passe par dessus ici ou comme ça. Il y a même des manières de gérer par boîte, de faire des grosses boîtes pour vraiment organiser ça, parce que ça peut prendre de la place, ça peut être très gros, à tel point qu'on puisse même plus lire les boîtes et qu'on soit obligé de zoomer sur tel ou tel endroit. Pour l'instant j'arrive à gérer des petits systèmes de nœuds comme ça, mais disons que, dites-vous bien que ça c'est assez simple comme système, même si ça peut paraître complexe, et qu'il y a beaucoup plus compliqué que ça. Alors essayez de vous y faire, touchez un peu à tout, même faites des trucs, même si c'est débile, vous essayez de voir à quoi sert tel ou tel nœud, regardez beaucoup de tutoriels. Je vais essayer de faire dans mes tutoriels, d'utiliser de plus en plus ces nœuds, même si je vous garantis pas que ce soit de suite dans les prochains tutoriels, parce que j'ai vraiment du mal à m'y faire, mais c'est l'avenir hein, pour Blender en tout cas, enfin quand on fait les textures et les matériaux, on utilisera ça de plus en plus, donc il faut s'y mettre, et ça va rentrer vite fait, enfin ça a pas l'air d'être la mer à boire non plus, hein. Et si on arrive à gérer cette manière de faire les matériaux et les textures, on a même plus besoin ensuite du menu de matériaux qui est ici, je vous l'ai dit, hein. Rajouter une image, une image c'est vraiment très bête, Shift A, on rajoute une image, et puis c'est comme si on avait fait plein de mix shaders sur notre plan là, voilà, vous avez votre plan ici, et vous voyez que maintenant vous avez mix shader, et vous avez plein de trucs, vous avez le factor, shader, vous avez plein de trucs qui ont été modifiés ici, même si on voit pas tout, parce que ça c'est juste une interface simplifiée, et tout est beaucoup plus détaillé là-dedans, dans ce panneau-là, donc il faut arriver à le maîtriser. Regardez le wiki sur Blender Wiki, et voilà, entraînez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant on va dézoomer un peu ça, d'ailleurs je vais pas join les areas, ce que je vais faire c'est que je vais changer ça en vue 3D, je vais faire Alt H pour annuler ce que j'ai caché, et donc on peut voir tous nos objets ici, voilà, là on peut les voir là pareil, et c'est fini, peut-être que je vais faire allez, je vais quand même vous faire un rendu, donc F12, on le voit là-haut, si je fais CTRL flèche du haut, c'est un petit raccourci pour vous, ça met en plein écran la fenêtre dans laquelle est la souris. Je vais zoomer un peu, comme je suis en train d'enregistrer, mon ordinateur est ralenti, et donc voilà, c'est assez lent. Hop, ah, et là du coup je fais le rendu et je m'aperçois que j'ai oublié de faire un truc. Vous voyez que c'est assez angulaire là, la texture, donc on voit bien justement qu'il y a de la géométrie, ça c'est clair et net, ça se voit, mais pour que ce soit plus joli, vous auriez pu, donc je vais faire échappe, donc CTRL flèche du haut pour annuler le fait que l'on soit en plein écran, là-dedans, on va aller dans la fenêtre de gauche qui est ici, hop, j'aimerais baisser ça, j'aimerais avoir les doubles flèches là-dessus, voilà. Hey! Ah, Blender est vraiment en train de laguer à mort. Voilà. Alors il veut pas. Bon, je vais faire juste avec le peu que j'ai ici, essayer d'aller au bon endroit. Non, c'était vers le bas qu'il fallait aller. Ah voilà, Shading, et on clique sur Smooth Shading. Voilà, et alors maintenant votre sol est bien lisse, et quand on fera un rendu, il sera plus trop anguleux, et vous verrez un rendu qui sera vraiment... qui sera beaucoup plus réaliste que juste une image plaquée sur un objet tout plat, tout fake. Et donc j'espère voilà que ce tutoriel vous aura appris, que j'aurai été clair, parce que c'est vraiment pas évident de maîtriser ça. On commence à aller dans les tutoriels avancés là, de ce que je suis en train de faire. Peut-être que bientôt, dans les prochains tutoriels, je passerai sur des particules, de la physique, je sais pas, dans les fluides j'ai déjà fait. Comment faire des tissus ou d'autres choses, mais en tout cas attendez-moi sur les prochains tutos.
J'espère vraiment que celui-ci vous sera servi et que j'aurai été assez clair, parce qu'il est assez important si vous voulez faire quelque chose de coloré, avec des textures, voilà, plutôt que quelque chose de morne avec des textures grises comme du goudron, du plâtre, je sais pas. Donc ben voilà, salut!